Bonsoir, si vous prenez l'émission en rediffusion. Voilà, aujourd'hui nous sommes presque à la fin des vacances. J'espère que vous avez passé de très bons moments, que vous n'avez pas trop mangé, pas trop bu, beaucoup lu, beaucoup réfléchi, puisque notre société est une société de consommation qui nous incite à consommer et nos corps, les transformations que subissent nos corps, nous montre que nous sommes dans l'hyperconsommation et qu'il faut faire attention parce que, vous voyez, la durée de vie de nos gens diminue. Nos corps que nous semblons ne pas aimer nous échappent et j'aurais beaucoup aimé que nous réfléchissions aussi à ça. Pourquoi est-ce que nous laissons nos corps déborder? Pourquoi est-ce que nous laissons la consommation nous envahir? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas plus aimants vis-à-vis de nous-mêmes et de notre communauté? C'est très important qu'on y réfléchisse. Ça n'a l'air de rien, mais c'est pourtant un phénomène qui est récent et donc qui est construit. Donc il suffit que nous sachions le déconstruire pour essayer de revenir à nos valeurs et c'est important. Donc je vous rappelle que nous nous voyons une fois par mois, l'émission est rediffusée la semaine d'après, mais que si vous avez envie de nous faire connaître vos opinions et puis toucher nos invités, eh bien faites-le par le biais de la chargée de communication, Madame Manuela Montlouis, et puis laissez des coordonnées, on vous recontactera. Voilà. Je vous rappelle aussi que Zouk TV a besoin de votre aide. C'est une télé qui nous est précieuse parce qu'elle nous permet justement une parole libre et c'est précieux ça. Et puis, je remercie les techniciens qui se sont donnés du mal et se donnent encore du mal pour nous aider à vous faire passer un certain nombre de messages, puisque c'est par le biais des émissions que nous pouvons vous parler de certaines choses qui nous touchent de près. Aujourd'hui, j'ai le très très grand plaisir de recevoir une jeune cinéaste, réalisatrice, que j'ai découverte accidentellement parce que c'est elle en fait qui a cherché à avoir contact avec moi et franchement vous ne serez pas déçus et puis vous verrez que nous avons vraiment un grand vivier à la Martinique, en Guadeloupe, à la Guyane, dans nos régions où nous sommes si semblables, si proches et en même temps où on nous a tellement éloignés les uns des autres, mais nous sommes tellement dans les mêmes préoccupations et vous verrez donc aujourd'hui Marie-Sandrine Bakoul que je reçois, qui est réalisatrice, monteuse images, coordinatrice des associations Soleil Production et Ethiopia. Vous verrez comment elle saura vous parler de nous-mêmes. Et puis, nous avons sélectionné parmi ces films qui sont magnifiques, quelques petits extraits, mais il vous appartiendra de fouiller, d'aller plus loin, de chercher à voir tous ces films. Et pour les enseignants, les pédagogues qui nous reçoivent, qui nous écoutent, et puis les présidents d'associations, etc. Faites quelque chose de ces films-là. Ce sont de véritables outils. Et puis, le regard de la cinéaste est très subtil et touche à des problématiques qu'on essaie de tabouiser d'une certaine façon, ou bien de créoliser. Vous savez pourquoi je vous le dis? Voilà, donc restons nous-mêmes, ancrés dans nous-mêmes, et puis voilà, avec beaucoup de plaisir, j'ouvre la discussion avec Marie-Sandrine Bakoul. Bonjour Madame c'est ça, Marie-Sandrine Bakoul, c'est ça. Bonjour Madame Smeralda. Oui, alors voilà, j'ai dit un petit peu, deux mots de ce que vous êtes, mais je voudrais aujourd'hui vous laisser beaucoup parler parce que j'ai été très étonnée de voir que une personne comme vous existait et qu'on n'a pas beaucoup, enfin moi, pas entendu parler de vous. Bien sûr qu'on a vu le film Les Pépites du fleuve, mais je me suis dit, mais c'est ça la pépite, c'est elle la pépite. Merci, c'est gentil. Et c'est d'elle qu'on n'a pas encore assez entendu parler. Et voilà, donc aujourd'hui, chers téléspectateurs, voilà le cadeau de la rentrée aussi pour nous aider à reprendre confiance et sortir des discours très pessimistes, etc. Nous avons une jeunesse fantastique et nous devons l'encourager. Donc voilà, dites-nous un petit peu qui vous êtes. Marie-Sandrine Bakoul, donc réalisatrice guyanaise, 31 ans,
Donc effectivement, ça fait 4-5 ans que je me suis vraiment lancée dans la réalisation, puisqu'à la base, j'étais monteuse image. D'accord. Mais très vite, voilà, l'envie de raconter des histoires m'a pris. C'était comme instinctif pour moi. C'était important de raconter des histoires. Et vous aviez des modèles qui vous ont inspiré? Mais tous les films qu'on peut voir à la télé, après c'est vrai que moi je suis la génération Spielberg, donc vraiment avec des films touchants quand même. Mais après je pense que c'est aussi la musique qui m'a happée, puisque moi là-bas j'étais... Enfin oui, je chantais au fait. J'ai chanté. En Guyane, j'ai eu l'occasion de sortir 2 albums de rap. Donc voilà, des textes... ça m'a toujours intéressé, les textes engagés, puisque moi je fais partie d'une génération où on avait encore des thèmes, où vraiment les rappeurs avaient des messages conscients dans leurs textes. Et au fait, j'ai continué comme ça dans la musique. J'ai toujours poursuivi mes études à côté, dans les ressources humaines et la communication. Et à mon premier CDI, je me suis rendu compte que c'était pas cette voie où j'allais m'épanouir. Et j'ai fait le pari de reprendre mes études en montage et post-production. Et à peine la première année d'études, je commençais à regarder les concours vidéo, en fait. C'est comme ça que j'ai commencé la réalisation, en participant à des concours pour que les festivals organisaient. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier prix aussi. Oui, parce qu'il faut vous dire que tous les films de Marie-Sandrine sont primés, ont été primés. Ouais, c'est quand même assez... c'est encourageant, c'est sûr. C'est encourageant, mais c'est surtout rare. Dans toute une production, qu'elle soit reconnue. Surtout que la plupart des films, à part Les Pépites du Fleuve, c'est que de l'autoproduction. C'est-à-dire, c'est avec mes moyens, avec une équipe bénévole, militante, engagée, qu'on a fait ces films. Oui. Et c'est vrai qu'après, quand tu te retrouves sur le podium à côté de films qui ont été produits de A à Z, soutenus financièrement, tu te dis, bon... T'as hâte en même temps d'arriver à ce moment où tu seras aussi soutenu à fond, mais ça t'encourage, tu te dis ok, il faut pas lâcher en tout cas. Il faut pas lâcher. Non, parce que c'est être à côté des productions financées, soutenues, reconnues, mais aussi essayer de dire dans cet univers-là des choses qui ne sont pas dites ou pas dites de cette façon-là. Il y a toujours un jeu pour plaire aux institutions. Du coup, c'est là où rien peut-être n'arrive au hasard, parce que c'est vrai que le fait de les avoir fait en autoproduction, j'avais une certaine liberté. On m'a pas dit à un moment donné, on m'a pas dit oui, non, ou ça, oulala, ce scénario, on n'y croit pas trop. Donc j'ai été un peu à l'instinct avec ce qui me motivait, ce qui m'animait, et finalement... ça plaît à tout le monde, quoi. Enfin, j'ai la chance que mes films touchent, même les institutions qui aident. Au contraire, aujourd'hui, elles m'encouragent à continuer parce qu'elles ont vu le travail. Oui. Elles ont vu le travail. Bien sûr. Et quand on entre dans vos films, d'ailleurs, c'est très important de le dire, on voit pas un petit cinéma bricoleur. On a l'impression d'être dans de vrais films. Tant mieux. Oui, on a vraiment l'impression d'être dans... Alors, la mise en scène, tout est très sobre et en même temps très soigné. Et très beau, les musiques sont très... Ça, c'est important. Mais du coup, c'est peut-être pour ça, voilà, comme je viens aussi de la musique, je pense que c'est très important pour moi, les musiques d'un film. Et puis, c'est vrai où il y a de l'émotion, quoi. C'est ce qui va faire qu'à un moment donné, on va être touché. Donc, il faut bien les choisir. Et j'ai de la chance à chaque fois de tomber sur des bons compositeurs guyanais, enfin vraiment comme vous dites, on a vraiment des talents. Après effectivement il faut des films pour mettre en avant tous ces talents-là, c'est-à-dire que moi aussi je fais attention dans mes films à mettre en avant même quelqu'un qui s'est pas vu chef de poste, mais je lui dis vas-y, essaye de vraiment d'être chef de ton poste, et puis c'est comme ça que tu resteras dedans et tu continueras. Oui, parce que vous avez aussi l'art et la manière de choisir vos acteurs. Ça ça dépend de vous entièrement. Oui, après j'ai toujours... C'est vrai que je fais quand même venir mes collègues pour les castings, mais bon, j'ai ma petite idée. D'accord. Et de belles surprises, parce que par exemple pour l'histoire des lions, le rôle principal n'avait jamais joué, c'était sa première expérience, Akam Jemba. Le jeune homme. Ouais, Akam Jemba, qui est grand maintenant, il me dépasse de 2 têtes là. Oui, quand on l'a tourné c'était en 2017, aujourd'hui on est en 2019. En 2 ans, il a fait un bon... il a grandi. Non, mais il est extraordinaire. Mais tout le monde... c'est fort, parce que quand après tu vois des gens qui te disent, même des professionnels, on a participé au FEMI en 2017 aussi. J'ai vu que vous avez ramassé c'est en 2018, et le parrain cette année-là c'était Gary Dourdan, qui est quand même un Américain
voilà, reconnu dans le milieu et il a laissé un mot très fort pour Akam Jamba et là tu te dis waouh, c'est fort. On a hâte de savoir ce qui va se passer après. Mais j'ai vu, puisque vous avez un petit documentaire, enfin une petite vidéo sur cette soirée de récompense. Oui, on essaye de garder. Et voilà, et ça aussi, c'est, je trouve, très sobre et en même temps très fort. Alors, chers téléspectateurs, ce petit bout de femme que vous voyez là, alors j'espère, ça sera notre grande réalisatrice pour de grands films que nous avons, comme nous attendons d'avoir, parce que, bon, nous recevons beaucoup des Africains américains, et je dis souvent, heureusement qu'ils sont là pour nous valoriser, parce que les vrais grands films que nous voyons, qui parlent de l'histoire de l'esclavage de façon plus libre, parce que sorti du cadre français, c'est vrai qu'on est assez coincé et qu'il y a une sorte de censure même insidieuse et vraiment très hypocrite qui pèse donc sur les productions des nôtres et pour avoir des financements, ils sont tenus effectivement d'écarter un certain nombre de propos ou bien un certain nombre de positions. Donc voilà, on espère j'espère que vous verrez aussi ces films. On espère que Marie-Sandrine McCall va être celle-là qui nous produit, parce que nous avons beaucoup de réalisateurs, cinéastes en herbe, quand on fait les événements autour du film documentaire. Il y en a. On découvre, voilà. Mais on ne sait pas pourquoi on perd leurs traces. Après, les places sont chères. Moi, je ne vais pas mentir que, je tiens, c'est vrai que grâce à tous ces prix, ça motive, mais c'est un milieu très dur. Très dur. On peut vite se décourager. Et puis, un film, c'est une économie, c'est des moyens. Absolument. Moi, j'ai peut-être, jusqu'à présent, voilà, cette chance d'avoir des gens à chaque fois qui me soutiennent, mais c'est pas, faut tomber sur les bonnes personnes et c'est un travail de longue haleine, donc je peux comprendre que des fois il y en a qui baissent les bras ou qui fassent une pause parce que tu investis beaucoup et tu vois pas forcément le retour. Après moi, je pense que c'est une ambition, j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout, donc après ça il faut des acteurs qui vous suivent aussi. Il faut des acteurs, faut une équipe. Un film, c'est pas seul. C'est ce que j'ai appris, c'est qu'un bon film, on n'est pas seul. Il y a une équipe, il y a des comédiens, et chaque détail compte. Donc voilà. Après, ça demande une force mentale, vraiment, pour continuer une fois. Vous m'avez dit que votre modèle, c'était peut-être les films de Spielberg. Oui, c'est-à-dire quand j'étais jeune, c'est vrai que c'est après aujourd'hui, t'as Denis Villeneuve, t'as des réalisateurs comme ça qui sortent du lot, et qui. Moi, j'aime les films en tout cas où le spectateur est plus qu'un spectateur, c'est-à-dire où il est sur sa chaise, mais il réfléchit aussi. Mais qu'est-ce qui va se passer J'aime pas forcément les films. Les grosses chaînes comme les Marvel où finalement t'es embarqué dans de l'action, boum boum boum, et puis tu vas jusqu'à la fin. Moi j'aime que le spectateur on a aimé quand même Black Panther. Black Panther, oui, mais là c'était exceptionnel. Il y a quelques pépites comme ça. Black Panther, j'aime beaucoup, et Spider-Man, mais sinon le reste généralement j'y vais pas. J'aime vraiment les films où le spectateur réfléchit, l'enquête aussi. Il n'est pas bombardé. Ouais, il n'est pas bombardé. Il peut prendre du recul. Et ces films, bien sûr, quand tu sors de la salle de cinéma, Mais c'est ce qu'on aime. Enfin, moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est le rythme de vos films. Oui, le rythme, surtout dans les pépites du fleuve. On a l'impression d'une petite vie. On pourrait dire la vie est un long fleuve tranquille. Oui. Et puis, en même temps, il y a tellement de petits drames que vous évoquez, mais de manière très subtile. C'est jamais dénoncé, c'est jamais dans un discours critique, mais vous montrez la réalité. Les jeunes qui habitent loin de Cayenne et qui doivent partir après leur scolarité secondaire, aller à Cayenne. Mais Cayenne n'est qu'une étape pour quitter le pays. C'est ça. Aller après vers... et on voit donc des petites communautés qui ont été préservées jusqu'alors se découdre, se défaire, se déconstruire. Et on voit une sorte de fatalité, mais c'est aussi d'acceptation tacite de la jeunesse, de l'idée que c'est comme ça, oui, on va de toute façon, je veux partir parce qu'il n'y a rien au pays. Et puis, c'est dans l'ordre des choses que les jeunes s'en aillent, que le pays se vide. Alors que finalement, si ces jeunes-là, parce que
pour y avoir tourné un film, on leur ajouterait quelques... Très peu de Ils resteraient, au fait. Oui, et puis ils ont gardé la langue. Oui, voilà, oui, c'est ça. Comment elle s'appelle? C'est les Djouka. Les Djouka, donc le Djouka, oui. Ils ont gardé leur langue, ils ont les savoir-faire ancestraux africains. Ouais, on a l'impression que Pour moi, eux, comparé à nous, c'est-à-dire pour moi, si on doit dire oui, quand tu les regardes, tu vois le lien avec l'Afrique. Tout de suite, tu le vois. Tu le vois dans leur manière d'être, de faire. Bien sûr, aujourd'hui, voilà, chacun ses spécificités. Mais de vie communautaire aussi. Mais même, c'est ça. Oui. Donc, mais c'est vrai que comme les jeunes, on leur dit pas que c'est bien de savoir travailler la terre et tout, donc ils se dévalorisent. Et puis aujourd'hui, à l'arrivée d'Internet, il y a CanalSat dans toutes les maisons. Ce que je disais, des fois, dans les villages, il n'y a pas d'eau, mais il y a CanalSat. Donc, du coup, eux, ils voient ce modèle très occidental avec beaucoup de consommation, etc. Donc, finalement, aller à la bâtie, travailler la terre... pêcher, enfin tout ça, il se dévalorise. Mais moi, ce que j'expliquais, ce film-là, quand je faisais la préparation, c'était pendant les mouvements de grève, juste avant 2007. Les mouvements de grève, voilà. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que 2017, ouais. Ce que j'ai vu, c'est que nous, on pleurait parce que tous les magasins étaient fermés, mais eux, ils mangeaient à leur faim. Que les grandes chaînes soient fermées ou pas, ça changeait rien à leur vie. Et c'est ça la force. Mais nous n'avons pas intégré cette dimension-là de la précarité de nos vies. Nous dépendons beaucoup de l'arrivée de bateaux et de l'import-export. L'import. Oui. Et c'est vrai qu'en 2009, nous avons eu le même phénomène. Ceux qui nous ont nourris, c'était nos petits paysans sur qui on crache très souvent. Et puis tout le monde était très content de pouvoir quand même boire. Et puis les choses que nous dévalorisons, ce sont elles à qui ou à quoi nous avons redonné de la valeur. Parce que nous avons découvert que quand on a faim et quand on renoue avec ses racines, qu'on trouve du bon et beaucoup de bien dans ce que bien sûr. Nous. Mais donc la question de chers téléspectateurs, vous avez dû voir ce film projeté, je crois, sur Martinique la Première et François, Les Pépites du Fleuve. C'est un 52 minutes. C'est ça. Minutes. Et c'est un rythme, c'est d'abord une parole, c'est d'abord des jeunes, beaucoup de jeunes, parce qu'on a bien vu que la caméra, je dis pas les traquait, mais elle était dans leur pas. Elle était dans leur pas, elle suivait, elle les fouillait aussi, elle leur posait des questions pour savoir d'abord ce qu'ils aimaient, comment ils feraient, et puis cette sorte de douceur qu'il y a chez les gens, qui est vraiment typique de l'héritage africain, une douceur dans la manière dans le vivre ensemble. C'est ça. Moi, j'avoue que c'est ce qui nous manque aujourd'hui, enfin, ce qu'on a perdu. Mais ça nous manque parce que nous sommes, j'allais dire, les civilisés de l'Occident. Et l'Occident ne nous a jamais appris à être doux, mais à être dans la concurrence, la compétition. Vous allez me dire que je suis dure, mais je sais de quoi je parle. La compétition, le système capitaliste, la mondialisation, ce sont des formes de prédation qui nous privent d'atavisme culturel, de manière de concevoir là. C'est vrai que si on est trop mou dans cette vie-là, on reste sur le trottoir, dans la marge. Et donc, pour faire ses preuves, il faut sortir ses griffes, mettre bien, comment on dit ça, filer ses épons, comme on dit en créole. Et du coup, c'est vrai qu'on est plus dans la compétition que dans la solidarité. Puis j'entends tout le monde crier en oui, on est plus solidaire. Mais le système, c'est lui qui vous formate. Alors, il faut que vous soyez logique aussi dans vos... Je trouve qu'on a beaucoup d'attentes dans nos discours qui ne reposent sur rien parce que nous analysons au système. Or, on n'a aucun sens de nous est délivré de ce que nous vivons si nous ne sommes pas dans le cadre. Nous ne plaçons pas les discours, les contenus dans le cadre du système qui est un système capitaliste, voire aujourd'hui néolibéral, et qui nous demande d'être individualistes, égoïstes, compétitifs, concurrentiels, etc. Donc, dans les Pépites du Fleuve, on retrouve cette sorte de paix. En même temps, on sent que c'est une vie qui est presque trop pure pour pouvoir exister dans ce monde-là. C'est ça, mais au fait, finalement, si c'était eux, vous avez vu, si c'était les enfants, peut-être que c'est pas ce choix de vie qu'ils auraient forcément choisi, même si
Au final, là, je vois, ils sont sur Cayenne. Ils sont très heureux quand il faut y retourner pour quelques jours de vacances, voilà. D'accord, c'est ça. Mais voilà, c'est dû à l'enclavement, en fait. C'est-à-dire que Grand-Santi, c'est que depuis 2010 qu'il y a l'avion pour pouvoir y aller. Donc sinon, c'était de la pirogue, des heures de pirogue. Et finalement, c'est que les gens issus vraiment de Grand-Santi qui y allaient. Moi, avec ce film, j'ai compris, en tout cas, ça m'a mis un électrochoc. Il faut plus qu'on connaisse l'extérieur et qu'on connaisse pas chez nous. Après, bien sûr, il faut faire en sorte de donner des facilités aux gens, de visiter les communes de l'intérieur. Mais voilà, c'est un petit cocon qui s'est fait. Ils sont restés très entre eux. Et après, j'ai eu quelques difficultés quand même. Quand je suis arrivée, j'ai bien compris que ma caméra n'était pas la bienvenue. Ce qui, au début, aurait pu m'avexer, aurait pu me décourager parce que je sentais bien que quand c'était des métropolitains, c'était plus simple. Mais au final, après mon repérage, j'ai compris pourquoi. Parce qu'effectivement, à part les métropolitains qui viennent beaucoup pour enseigner au collège, par exemple, il y a pas de gens du littoral. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, de l'intérieur du pays. C'est-à-dire qu'on se connaît pas. Et eux, à un moment donné, quand ils voient quelqu'un comme moi qui s'intéresse à eux, qui s'intéresse aux rêves de leurs enfants, ils trouvent ça suspect. C'est suspect. Donc j'ai dû faire mes preuves, j'ai dû vraiment montrer que c'était vraiment sincère. Et j'ai tenu, mais je vais pas vous mentir que des fois c'était dur parce que tu trouves ça injuste. Mais en même temps, je comprenais. Parce que quand j'ai observé autour de moi, eh bien, c'est pas nous qui allons leur parler. Il y a une fracture, et c'est ce que je disais dans ma note d'intention. C'est-à-dire que quand il y a des officiels, quand il y a le président qui vient, on dit oui, la Guyane est pluriethnique, mais au final, on se connaît pas. Entre dits créoles et amérindiens, bouchénaguais, on se connaît pas. Donc ce film, je l'ai fait vraiment quand je tournais. Je savais qu'il allait être diffusé sur France O et que des gens en France allaient le voir, mais je pensais surtout aux gens du littoral comme moi, qui ne connaissent pas ces enfants, qui connaissent pas leur culture et qui peut-être des fois instinctivement peuvent les prendre de haut alors qu'il y a tout à prendre. On a tous à apprendre de l'autre. Ils sont extrêmement... Mais c'est vrai que quand on regarde le film et qu'on voit des Français là qui viennent apporter je ne sais quoi, je crois qu'ils pensent que c'est le savoir. Il y a quelque chose qui, en tout cas moi, je me demande comment les gens acceptent aussi de jouer, d'être ces personnes-là qui vont dans une communauté dont ils ignorent tout, ils ne parlent pas la langue et qui sont là comme ceux qui, finalement, organisent la destinée de ces enfants, parce que ce sont eux qui leur disent « t'es bon, tu peux aller en ville, tu peux partir ». Et j'ai posé déjà la question dans d'autres occasions, et on m'a dit « oui, ils font leur travail ». Mais je veux dire... À toutes les époques, il y a eu des systèmes extrêmement violents contre les peuples, et on a dit, oui, les gens faisaient leur travail. Est-ce que nous, enfin ces personnes-là aussi, n'ont pas une réflexion à mener sur cette façon intrusive qu'a le système de les placer au cœur des communautés? Moi, la question, c'est pourquoi nous, on se bat pas pour aller dans ces communautés-là? Moi, après, effectivement... j'aurais aimé qu'il y ait plus de Guyanais d'origine qui y aillent, mais on n'y va pas parce que mais vous n'y allez pas. Ça nous intéresse pas parce que nous on préfère être dans la clim, dans le confort. Oui, mais vous êtes aussi désignés. Ces personnes-là sont désignées. Non, pas pour le collège. C'est vraiment autant le primaire. Ce sont des gens qui demandent à y aller. Voilà, c'est-à-dire que le collège il y a des places et donc voilà, et du coup on trouve pas de profs. Et du coup, on est obligé de pousser les recrutements plus loin jusqu'en France pour trouver des gens parce que le Guyanais qui est peut-être sur le littoral n'a pas envie de vivre. Vous avez vu comment c'est Grand-Santi, donc c'est vrai que c'est pas le confort de Cayenne, mais tu dois aussi avoir une vocation et te dire que tu vas peut-être inculquer ou donner des choses à ces enfants que d'autres ne pourront pas parce que même s'ils ont une bonne volonté, ils sont pas du pays d'origine. Donc mais moi, il y a trop de choses qui leur échappent. Moi, c'est vraiment une critique, c'est-à-dire que, effectivement, j'ai vu qu'il y en a beaucoup, mais moi, ma question, c'est de savoir pourquoi on n'y va pas. Et la réponse, c'est que généralement, on n'a pas envie de se prendre la tête, être dans un coin où il y a pas de grands centres commerciaux. Non, mais moi, je crois que ça, c'est la réponse qui nous vient le plus spontanément. Mais nos parcours historiques, nos drames, etc., ne sont pas les mêmes. Et les Français, effectivement, ceux qui vont en Afrique aussi, ils sont en quête de dépaysement parce qu'ils ont vécu. Parce qu'eux, ils ont vécu
on peut considérer dans du confort ou dans quelque chose qui va de soi. Tandis que nous, ce sont des conquêtes, entre guillemets, très récentes, en tout cas une manière de vivre qui donne aux afrodescendants de toutes ces colonies le sentiment que ça, c'est de la civilisation, de la modernité, et que voilà, on la mérite parce qu'on ne l'a pas eu. Donc c'est sur le plan des comparaisons, je mettrais un peu un bémol, parce que ce que les peuples recherchent, d'ailleurs en Afrique, on n'a pas un tourisme de masse, on a vraiment des blancs aventuriers. Des gens qui recherchent. Ils savent pourquoi ils viennent. Et la Guyane représente cette sorte de terre sauvage encore à conquérir. En tout cas, des expériences nouvelles à faire. Donc, c'est normal que les Français y aillent sans trop. Bien sûr, Voilà. Et les nôtres soient plus machin. Parce que dans la façon de déplacer les populations, nos gens de Guadeloupe, Martinique, je ne sais pas pour la Guyane, sont envoyés majoritairement dans les quartiers difficiles en France. Ils ne sont pas envoyés dans les quartiers huppés où les enfants aiment l'école, etc. Donc, il y a quand même une organisation des déplacements qui est peut-être à revoir. Et qui est problématique aussi parce qu'elle n'est pas neutre, en tout cas. Alors, vous disiez que... alors, chers amis, nous allons voir un petit extrait de 2 minutes environ de ce film dont nous parlons, là, avec les jeunes... Les pépites du fleuve, c'est ça? Et voilà, nous revenons après. Na França é rêver. Diani da imaginei de uma senta por aí, xingi, minha xingi na eu. Mi, uma cena, na tape lumière. Les jeunes sont obligés de quitter Grand-Santi après le collège parce qu'à Grand-Santi, il n'y a pas de lycée. Si le lycée ne me prend pas, moi comment je vais faire des choses, il va me prendre d'abord. Dandaino, ça a rêvé. Mes rêves sont astronaute. Attends, tu veux faire Astronaute. Astronaute? Ouais. Ah ouais? Et toi, par exemple, quand tu discutes avec tes copines, tu dis, moi je veux aussi aller en France, quoi, un petit peu, non? Ouais, elles disent quoi, elles? Tout le monde veut partir. Oh là là, mais il va plus rester personne, en fait, quoi, à Grand-Santi. Non, on va revenir. Ah, d'accord. Tu vas revenir? Non. C'est bien fou, on est astronaute. Là, je suis là, ça m'a. Vous savez, je suis dit, mais pas. Que toi, je suis dit. Mon chava est tout connu. Je vais demander à Marie-Sandrine, voilà, pourquoi elle a choisi cet extrait-là. Hein? Dites-nous pourquoi. Non, c'est parce que voilà, il fallait faire une bande-annonce et c'est vrai que c'est compliqué quand il faut résumer 52 minutes en quelques minutes. C'est ça. Donc j'ai essayé avec mon monteur du coup à prendre les meilleurs extraits qui puissent donner envie aux gens en tout cas de regarder ce film et de découvrir la vie de ces jeunes pépites. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi, bien sûr, ce film. Elles sont magnifiques. Et puis les coiffures. Les coiffures. Vous leur avez demandé? Non, c'est marrant parce que toutes les personnes qui voient le film, ils sont là, les coiffures, les coiffures. Elles sont magnifiques. Et puis elles sont belles. Ouais, elles sont vraiment... C'est des visages extraordinaires. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on aimerait voir plus souvent à la télé, ça, c'est sûr. À la télé, mais je veux dire... Quand on pense qu'on trimballe avec soi encore, ou derrière soi, ce boulet du manque de confiance en soi, de la question de l'esthétique qui ne serait pas la bonne, enfin, c'est hallucinant quand même comme on nous a travaillé. Hein. C'est violent quand on pense que
tant de beauté se perd parce qu'on n'y croit pas finalement. Elles le font, bien ils le font, mais et ça n'est pas encore ça qui représente, vous voyez, Et puis après, elles ont encore plein d'étapes. C'est aller à Cayenne, Saint-Laurent, peut-être aller en France, et là, c'est là où tout se joue. Là, ça va se jouer, la confrontation avec le regard de l'autre. C'est ça. Parce que là, c'est vrai qu'au sein de la communauté, il y a une préservation aussi de ce rapport à soi, à l'identité, mais ailleurs, confronté à... C'est pour ça que j'explique aux gens que l'identité n'est pas figée, c'est plastique. Et parfois, si vous voulez, le substrat même n'a pas été consolidé suffisamment, eh bien, vous dérivez très facilement entre les regards, les discours, et puis ce que vous voyez faire, restez vous-même, ça devient quelque chose de compliqué. C'est véritablement un combat, un combat, un défi, enfin tout ce qu'on veut. C'est un challenge à tenir. Mais je pense que leur force à eux, c'est finalement la langue. Ah oui, elle est ça, c'est D'ailleurs, c'était vraiment une volonté pour moi de ne pas les doubler, mais de sous-titrer quand ils parlent. Mais c'était parce que je voulais qu'on entende la beauté de cette langue. Et puis dire comme ça, là, en Guyane, il y a des cyprès en même temps, des gens qui ont réussi malgré tous les problèmes de l'assimilation, et puis de voir les tout petits parler leur langue tout naturellement. Ah, naturellement. Et même quand t'es avec eux, ça m'arrive maintenant on est tous ensemble, naturellement, vraiment, ils vont me parler en français, mais ils parlent vraiment en djouka. Et mine de rien, c'est quelque chose qui, du coup, consolide leur culture. Je sais pas, il y a un truc en plus. Ah, mais c'est ce qui la préserve. Parce que le contenu est dans la langue. Et nous, d'avoir perdu nos langues aussi, font que nous sommes plus facilement exposés à des formes d'aliénation et à l'assimilation, parce que nous reprenons des concepts dans la langue française qui ne nous vont pas du tout. On sent que c'est contre nous, et pourtant, personne n'a d'état d'âme à utiliser la langue dans ce qu'elle a d'extranéité pour nous, parce qu'elle dit des trucs sur le noir, par exemple, qui sont affreuses, mais nous reprenons ces expressions-là. Ah, c'est noir, c'est quelqu'un on reprend. Donc voilà, vous avez vu donc un petit extrait, et j'espère que ça vous donnera l'envie de voir tout le film qui est sur YouTube, non? Non, il n'est pas sur YouTube. On peut le retrouver encore sur en replay sur France Télévisions. Voilà. Et sinon, attendre les prochains festivals. Ah oui, voilà, mais débrouillez-vous pour trouver Mais déjà, il a été récompensé au Festival panafricain de Cannes, et ça, c'est une vraie fierté. Vous avez parlé de beaucoup de récompenses, mais écoutez, moi, je ne retiens même pas les récompenses, parce que tous les films qu'elle a... Alors, peut-être qu'on va en profiter pour les citer, vous voulez bien? Alors, les films, donc, il y a 2030. D'accord. L'Histoire des lions. Les pépites du fleuve. Et puis après, pour les plus anciens, les tout premiers qui m'ont quand même lancé, c'est Sur le chemin de la vérité et Comment passer de l'adolescence au monde adulte en 90 secondes. D'accord, donc moi je l'ai pas, mais j'ai... Et il y a l'argent intègre du Dr Zala. Alors lui, c'était pour un concours pour lequel j'ai voulu participer. On est parti tourner au Burkina Faso. Et là, on est tombé sur ce monsieur. À la base, en fait, il a fait changer mon scénario. C'était pas vraiment sur ça. Et quand tu rencontres un monsieur, c'est vrai qu'on a cette image de l'argent, l'Africain corrompu. Voilà. Et là, on est au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Je rencontre ce monsieur-là qui aurait pu se faire beaucoup d'argent en France, en travaillant dans le médical. Et puis finalement, il a décidé de rentrer et d'ouvrir son centre pour enfants. Et du coup, ce qu'il m'expliquait, c'est que quand il est arrivé, 90% des enfants mouraient du palu et du Noma. Aujourd'hui, il en sauve 90. C'est ça. Donc c'est ça qui est magique. Et avec sa femme... Et avec son travail, son argent. Ah oui, son argent, c'est fou, quoi. Donc... il nous a mis vraiment... Mais la question du préjugé, elle est importante aussi, parce que vous l'abordez, c'est toujours très subtilement, même dans les pépites du fleuve, il y a toujours des petites choses comme ça. La question du préjugé, enfin des regards qui sont biaisés, parce que il y a de l'ignorance à la base de ça. Mais on sent en Afrique, il y a énormément de docteurs Zala. Bien sûr. Vous avez dans les expériences qui sont faites de beaucoup d'Africains qui se sacrifient, qui travaillent beaucoup. C'est vrai qu'on a plus l'image du blanc qui va
voilà, qui va faire des dons, qui va aider, mais on se rend pas compte. Non, mais les médias sont entre les mains des Blancs et les Blancs aiment nous faire comprendre ou quoi que ce sont eux qui nous font du bien et que les nôtres ne nous font pas du bien. Il faut qu'on sorte de ce discours-là parce qu'il y en a assez et il faut qu'on sache, quand on veut vraiment parler sûr, qu'on aille à se renseigner et qu'on aille à des sources sûres au lieu d'être manipulés sans arrêt par des gens qui nous disent que ce sont eux qui nous font du bien alors que bon, historiquement on a quand même beaucoup de questions à se poser sur ce bien-là. Bon, voilà, donc ça c'est une mais oui, chose. c'était important, c'est-à-dire qu'on est arrivé devant quelqu'un qui se sacrifie tous les jours et qui compte pas ses heures. Enfin, il se sacrifie, c'est-à-dire qu'il aime son peuple. Il aime son pays, voilà, qu'il a une part. Il a un rôle à jouer. Pourtant, il aurait pu rester en France. Il a dit non, il rentre. Voilà, comme beaucoup des nôtres, malheureusement, qui sont surdiplômés, qui sont très bien, etc., mais qui lâchent leur pays entre les mains d'autres et qui ne se sentent pas responsables du tout de la destinée de leur peuple. Ça, c'est des choses aussi sur quoi il faut réfléchir et puis arrêter de dire que les nègres sont corrompus, parce que tous ceux qui sont bien et qui pourraient élever le niveau de leur pays foutent le camp, pardon. C'est comme ça que les choses sont. Donc il nous faut rester un petit peu plus modeste dans nos déclarations et prendre plus de responsabilités envers nous-mêmes. Alors, autrement, vous avez écrit donc... vous avez un scénario que j'ai adoré. Ah oui. Oui, c'est l'histoire des lions. D'accord, oui. Dites-nous comment est né, parce que franchement... Alors, l'histoire des lions. Donc, en fait, c'est parti. Il y a eu plusieurs étapes. J'étais en train de travailler. J'arrive pas à me souvenir sur quoi je travaillais. Il y a mon collègue Michael Faustin, avec qui je travaille tout le temps sur tous mes films, qui me dit tiens, il avait un ami qui était revenu en Guyane. On a été à la place Schellcher et on s'est arrêté pour voir ce qui a marqué sous la statue. Bon. Et là, il me dit le truc, la Guyane, reconnaissante, blablabla. Je dis waouh. Et puis on se dit très vite, non, ça, il faut dire quelque chose, faut faire. Et moi, je réfléchis toujours à la manière dont on peut raconter les choses, parce qu'il faut pas arriver frontalement, et puis les choses ne sont pas arrivées aussi frontalement, voilà. Et du coup, je dis bon, ok, on est parti sur cette histoire de la place Schellcher, il faut dire quelque chose. Et puis finalement, ça nous ramène à beaucoup de choses, c'est que on a beaucoup de noms de rues qui sont en Guyane, avec Schellcher, mais même avec d'autres peut-être noms de personnes qui ont fait d'esclavagistes, voilà, faut le dire, sûr. Voilà. Donc du coup, c'est aussi pousser les gens à réfléchir et à savoir. Et finalement, cette place-là, effectivement, on y est tous déjà passés. Et très bon. Maintenant, grâce au film, je suis contente. C'est vrai que du coup, on s'y attarde plus, mais on n'a jamais regardé même la posture de l'esclave qui tient son cœur comme un gentil enfant. Se dit wow. De l'esclavagé, parce que nous faisons une différence entre l'esclave et l'esclavagé. Les gens qui sont ici ou dans les colonies sont des Africains déportés et mis en esclavage, réduits en esclavage. Donc il y a un nouveau sigle qui dit ça et c'est encore en discussion. Mais on parle d'AFRES, Africains réduits en esclavage. Et donc quand nous parlons seulement des personnes, nous disons soit AFRES ou alors esclavagés ou esclavisés, c'est-à-dire des personnes qui sont arrivées, qui étaient des personnes de culture, de civilisation, et qui ont été réduits à l'état d'esclaves. Pour cela que les mots, les concepts que nous utilisons, importants. Et puis il faut les réviser parce qu'ils traduisent des formes de, si vous voulez, d'anéantissement avec le temps, qui font que beaucoup des nôtres disent je suis descendants d'esclaves et ils considèrent que donc leur vie a commencé avec ça, qu'il n'y a rien à chercher plus loin et ça les empêche vraiment d'explorer leur africanité. D'où est-ce qu'ils viennent, comment est-ce que voilà ça s'est passé pour leurs ancêtres en Afrique, etc. Et donc on va dire moi pas africain, d'une manière un peu ridicule d'ailleurs, parce que quand nous sortons de nos petites îles, nous sommes toutes sortes de choses en déperdition dans les sociétés blanches. Nous ne sommes surtout pas considérés comme eux se considèrent et avec le même degré d'humanité, n'est-ce pas? Nous en savons quelque chose. Alors, donc, sur cette question-là, donc c'est... Vous voulez dire rapidement oui, c'est ça. Un jeune garçon un jeune qui est à l'école, qui est au collège et qui doit faire un exposé. Voilà, qui à la base il n'est pas content sur la version les Noirs ont vendu les Noirs. Voilà. Donc son professeur, d'une manière sage quand même, va lui dire écoute,
fais un exposé sur l'abolition de l'esclavage et donne-nous ta version, quoi, fais des recherches. Voilà. Donc c'est ce qu'il lui a dit dans la vie et c'est une belle leçon. Il suffit pas de dire toutes les choses, faut aussi les prouver, Donc voilà, et finalement, à force de chercher, il va faire une drôle de rencontre, une belle rencontre, et à partir de là, il va apporter une histoire qu'on n'avait pas vue, d'où d'ailleurs le titre du film, parce qu'il n'y a pas de lion en Guyane, on est bien d'accord. Non. L'histoire des lions, c'est le proverbe que vous avez repris. C'est ça. Et scindé en deux, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse tourneront toujours à la faveur des chasseurs. Racontées par les chasseurs, exactement. Bien sûr. Donc c'est ce que j'ai voulu faire, et c'est vrai que depuis ce film, je suis très contente qu'on se pose des questions sur cette statue, sur le rôle de Victor Schœlcher, sur le rôle des résistants. Et d'ailleurs, c'est... Et peut-être des enseignants, parce que le gamin se révolte, c'est contre le discours de son prof qui dit « Moi, j'en ai marre qu'on me dise Neg van Neg. Moi, mes ancêtres sont des résistants. » Des résistants, et d'ailleurs, il y a son camarade qui... tu vas voir. Son camarade qui lui dit « Non, toi, tes ancêtres étaient des vagabonds. » Donc, mais c'est important, parce que chacun a son rôle. Finalement, le professeur, il est aussi dans un système. Absolument, c'est donc, ça. On ne sait pas s'il fait exprès ou s'il provoque. Voilà. Visiblement, un de ses camarades, lui, il est vraiment dans l'aliénation. Il va dire, mais non, on te croit pas. Enfin, voilà, quoi. Il y a quand même une petite qui dit, puisqu'à un moment donné, voilà, c'est tout ce qui se passe, c'est vraiment des réflexions qu'on a eues. Ce film, il a été révélateur pour moi. Effectivement, nous, je pense, notre plus grand malheur, c'est qu'on n'a pas de photos. Et donc, ce sont des dessins. Et en plus, fait par qui? C'est ça. Donc, c'est ce qu'il dit dans les dessins. Ils ont toujours des poses artistiques. Genre, tu prends un coup de fouet, t'es en mode... alors que non. Non, il est révolté parce qu'on ne voit pas la douleur, on ne voit pas. On ne la voit pas dans aucune trace. C'est ce qu'il dit. Et donc, il y a une de ses camarades qui dit, oui, arrêtez de nous glouglouter. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut voir ce qui s'est passé. On ne veut pas des choses forcément gore. C'est même pas... On veut ce qui s'est passé. Connaître la vérité. Et puis, ce qui est formidable aussi, c'est que toute la classe l'accompagne finalement. Après, oui, voilà, parce qu'il y a une réflexion. Oui, et puis pour les gamins, les jeunes, c'est logique aussi, c'est cette revendication du jeune homme. C'est logique, mais c'est vrai. Nous, on n'a pas besoin qu'on nous la raconte. On veut connaître la vérité. La vérité aussi, voilà, aussi dure qui s'est passé. Enfin, il s'est passé des choses très dures dans l'histoire du monde, et nous, c'est toujours édulcoré, alors qu'on sait très bien. On était des meubles. Même notre esprit, je pense qu'il est même pas assez fort pour imaginer tout ce qu'on a d'être un meuble. Un meuble. Donc, et puis juridiquement, ça veut dire que quoi que vous fassiez, vous êtes prisonnier de ce statut qui nous suit d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Il faut s'en libérer. Mais c'est vrai que ce film-là a été... ça a été un vrai travail d'écriture. Et puis en plus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a voulu parler de résistants, mais nous-mêmes, on a dû résister pour faire ce film. C'est-à-dire que on sortait justement de la grosse période de grève en Guyane en 2017. Donc je savais très bien, j'ai tourné au mois de mai, qu'il n'y allait pas avoir de budget pour ce film. Donc j'ai dû monter rapidement une équipe qui croit en ce film. C'était un travail de résistant, hein, vraiment. On a eu des intempéries, la pluie qui voulait pas nous lâcher. Bref. On a tenu, je vais pas vous mentir que c'est un des films, mais j'en suis ressortie grandie, mais vraiment où j'ai eu peur, parce qu'en plus je voulais vraiment qu'il sorte. Voilà, je savais que chaque année il y avait cette fameuse commémoration d'abolition de l'esclavage. Je voulais apporter un autre regard, je voulais que ce film soit prêt. Donc ça veut dire que pendant le moment où même je négociais avec le gérant de la salle de cinéma, le film n'était même pas fini de monter, les gens ne savent même pas, mais dans ma tête il devait sortir là. Et la salle était remplie, donc ça a vraiment été une bénédiction. Et voilà, c'est vrai qu'on me parle d'un plus long format, que ça soit moi ou quelqu'un d'autre qui le fasse, au moins on sait qu'il faut raconter ce genre d'histoire. Et c'est justement une Evelyne San qui a fait des fiches, qui m'a inspiré aussi ces héros-là. Elle a fait des fiches qu'elle a mis sur le chemin Vidal en Guyane, c'est là où il y avait des habitations et tout, pour dire que voilà, il y avait des esclavagistes, mais il y avait des résistants. Et comme quoi les écrits c'est important, parce que si j'étais pas tombée aussi sur ces fiches, j'ai fait le rapprochement entre ces fiches et la place Schœlcher. Donc c'est important les écrits aussi. Non mais c'est capital. Comment sur quoi on s'appuie? La mémoire aujourd'hui, elle n'est pas entretenue comme à l'époque des griots en Afrique. Aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est vraiment reconstruire des pans de notre histoire, puisqu'elle n'est pas l'objet de recherche vraiment, j'allais dire, prise en charge par le système. Donc, il faut qu'on fasse ça. On le fait à la manière marronne. Bon,
chers amis, vous avez vu, voilà, notre pépite Marie-Sandrine Bakoul, donc a commis, réalisé ce film qui s'appelle L'Histoire des lions. Et donc, on va vous en présenter un petit extrait. J'espère que vous aurez envie, vos pédagogues surtout, à quelque niveau que ce soit, de le trouver et de le présenter, de le montrer à vos élèves, vos membres d'associations, etc. Parce qu'il faut absolument que cette version de l'histoire soit connue. Alors, avant de montrer la petite séquence, c'est très important, mais en même temps, je n'arrive pas à fixer une signification là-dessus. Ce monsieur, lorsque le jeune homme est au pied de la statue de Schellcher, et que quelqu'un apparaît à ses côtés, qui est d'ailleurs un peu handicapé, qui est sur une béquille, un monsieur d'une 50aine d'années, et qui lui dit, tu sais comment il s'appelle, en lui montrant la statue. Et le gamin a les yeux tout de suite tournés vers Victor Schellcher. Mais c'est exactement et il lui dit, non, parce que la personne, l'apparition lui dit, tu sais comment il s'appelle. Et quand le gamin répond Victor Schellcher, il lui dit non, celui qui est à côté. Et il se trouve que celui qui est à côté, donc c'est un des héros fondateurs de la culture guyanaise. Bien sûr. Eh bien, comment comment expliquez-vous cette apparition? C'est un ancêtre, c'est une mémoire, c'est quoi? Non, pour moi, c'est le héros c'est le fantôme, on va dire, qui s'est incarné, oui, bien sûr. Donc il est venu dire, faut pas oublier mon histoire, voilà. Puisque à la fin de ce récit, il va demander à cette apparition, est-ce qu'il a le droit de raconter cette histoire-là à l'école? Et c'est ce qu'il va présenter en exposé à ses amis et au maître d'école. Et tout le monde est fasciné. Qu'il écoute, finalement. Qu'il écoute, et puis tout le monde est fasciné. Et il est très applaudi à la fin de l'exposé. Bien sûr. Comme quoi, ça touche nos histoires. Absolument. On a de belles histoires. C'est vrai que malheureusement... On n'a pas. Non, mais il faut de plus en plus qu'on ait les moyens de les raconter. Et puis, on a des héros qui se ressemblent tellement. C'est vrai. Si on fait le tour de Guadeloupe, Martinique, Guyane, et même le Brésil, oui, absolument. C'est fou. Au fait, c'est ce qu'elle disait, Evelyne Sagne, elle a raison, c'est que quand on parle de la guerre en France, on va parler des résistants. Ils ne parlent jamais des collabos. Absolument. Mais quand c'est nous, on doit toujours parler de ceux qui se sont... C'est d'abord des collabos. Des collabos, ceux qui sont couchés. Oui, les Noirs ont vendu des Noirs. Oui, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, mais c'est pas possible. Je connais aucune civilisation où il y a toujours des héros, il y a toujours des gens qui, même s'ils doivent se sacrifier, qui se lèvent contre le système. Mais même, c'est fou d'avoir cru pendant des années qu'on a tous dit oui, on s'est couché, et puis on a pris des coups de fouet. Et puis on découvre aujourd'hui d'immenses résistances en Afrique par des femmes comme la reine Zinga ou d'autres qui ont résisté aux envahisseurs, aux colons. Pendant même la reine Zinga, c'est 30 ans de combat. Mais c'est ça. Et puis on a beaucoup, ces gens qui ont au Bénin construit une civilisation sur l'eau pour échapper aux kidnappeurs, par exemple. Plein d'exemples de fortes résistances qui ont duré très longtemps, dont on ne parle jamais. Mais j'étais d'autant plus contente de ce film qu'à la Martinique, les personnes avec qui je discute du sujet me disent « Mais oui, c'est Nègre qui vend Nègre ». Et je demande « Mais d'où tenez-vous ça ?»« Ah, mais c'est toujours ce qu'on nous a raconté à l'école aussi. » Mais qui vous a raconté ça? À l'école aussi, surtout à l'école. Mais c'est une idée qui est qui est répandue dans nos populations et qui font que chaque fois que vous parlez d'Afrique, c'est un bon prétexte pour rejeter, ne pas regarder du tout de ce côté-là, sur le plan identitaire. Et de toute façon, on n'a rien à faire avec ces gens-là, ils nous ont vendus. Et ça, c'est une manière non seulement d'éliminer la question de l'apport africain dans nos civilisations, mais c'est aussi une manière, puisqu'on ne sait pas gérer cette africanité-là, puisqu'elle est combattue depuis l'origine, eh bien, c'est une solution de facilité. En plus, dire ça déborde sur la question des réparations. Vous voulez des réparations, mais ce sont les Africains qui vous ont vendu. Ça. Et ils nous Donc finalement, c'était la bonne... Non, mais c'est ça. La question, elle est centrale. La façon que vous l'avez abordée, que vous avez eu de l'aborder, et à mon avis, doit pouvoir être questionnée de différentes façons. Et ça serait très intéressant que les enseignants
notamment, se servent de ce film pour essayer de faire évoluer les mentalités. Voilà. Et donner d'autres pistes aux enfants, qu'ils aient plusieurs... Il ne faut pas regarder que l'angle de Victor Schœlcher. Mais parce qu'on sait qu'il y avait des révoltes. C'est ce qui s'est passé aussi en Haïti. C'est... Partout. Et voilà, partout. Dans tous les endroits où on a déporté nos ancêtres. Mais c'est sûr qu'ils n'allaient pas éternellement se taire. C'est pas possible. Non, mais les colons ont cru, et les pays colonisateurs, que l'esclavage serait éternel. Mais vous vous disiez qu'aucun peuple ne peut se prévaloir d'avoir été intègre à 100%. Tous ses membres, en tout cas. Dans les camps nazis, ce qu'on sait, les Blockwarts étaient très souvent des Juifs. Donc, là où on conduisait les Juifs en chambre d'extermination, donc une catégorie de Juifs, il y avait une catégorie de Juifs, les Blockwarts, qui étaient... c'est eux qui passaient... qui surveillaient les chambres à gaz, parce que voilà, c'est-à-dire qu'ils prennent toujours aussi, ils prennent toujours aussi des gens de la communauté pour... voilà. C'est le même stratagème. C'est un système que nos amis, téléspectateurs notamment, devraient comprendre, au lieu de venir dire oui, il n'est contre nous. Il faut savoir pourquoi ils avaient intérêt à mettre des Noirs contre des Noirs. Et des Juifs contre d'autres Juifs. Et puis, pendant l'occupation, la Gestapo en France, le régime de Vichy, je veux dire, c'est une petite poignée d'hommes qui ont décidé de reprendre leur pays d'entre les mains de l'Allemagne et tous les autres ont collaboré. Oui, mais jamais on va dire ça. Ils vont tous parler à la télé des résistants, mais quand nous, on veut essayer les résistants, c'est une poignée de personnes en France. Mais oui, c'est pas tout le monde. Mais donc du coup, voilà, ils préfèrent voir l'histoire du côté des héros, leur histoire, et nous, c'est ce qu'on veut faire aussi, c'est-à-dire arrêter tout le temps de nous parler de... Mais vous avez dit l'histoire des lions. On attend c'est l'histoire des lions, on attend de la faire émerger, mais vous savez bien que pour le moment, ce sont les chasseurs qui nous parlent de notre histoire. Alors, donc, on regarde ce petit extrait et puis on vous revient très vite. Après ce film-là, je ne sais plus en quelle année. C'était en 2017. En 2017, il est relativement récent. Oui, il a continué à faire du cinéma, le jeune homme ? Non, j'avoue que... Mais il est vraiment dans la posture où... si on lui propose un bon rôle, il va pas dire non. Ah oui. Après, je le comprends, il faut les propositions. Et là, justement, il est rentré vivre en Guadeloupe avec son frère. Donc j'espère que... J'essaie de le dire au maximum autour de moi que des rôles lui seront proposés. D'accord. Parce qu'il a vraiment de l'avenir. Ouais. D'accord. Et puis on va regarder un dernier petit extrait tout à l'heure. C'est un film, alors 2030, qui est mais vraiment dans la droite ligne des angoisses que nous avons actuellement. Ouais. Quelle sera la population, je vais dire, dans les décades qui viennent, de nos régions? Est-ce qu'elle aura disparu et elle sera remplacée donc par d'autres gens? En fait, la question de l'immigration, vous la posez, j'allais dire, d'une façon un peu particulière. Hein. Ah oui, c'est-à-dire, vous fouillez vous appuyez sur notre bobo et on se dit, mais mon Dieu, mais c'est ça accentue le sentiment qu'on a d'angoisse d'une disparition imminente et d'un remplacement de nous par d'autres gens qui demain seront ceux-là qui viendront réclamer. Il y a plusieurs paramètres. C'est vrai que ce qui m'a motivée en premier, je me souviens quand j'ai pensé à ce film, c'était
On était en plein, alors c'était en 2014-2015, et on était en plein dans les débats sur l'identité nationale. Donc c'était la mode à la télé, Bien tout le monde sûr. parlait de ça. Et ça m'énervait de voir tout le temps, du coup, des gens de tous les partis, hein, qui pouvaient dire, en gros, dans leur discours, c'était en gros, on suspectait les Noirs et les Arabes toujours de ne pas être des Français, des vrais Français. C'est ça. Bon. Et donc derrière ça, c'est la couleur de peau, au fait, qui détermine. Il y a que la couleur, vous le puisque par montrez exemple bien. un Italien, il passera pour un Français, mais le Nord, on va toujours dire ouais, mais toi, est-ce que tu aimes vraiment la France et tout. Et donc dans leur manière, dans leur discours, des fois pour certains, tu te sens bien que s'ils pouvaient virer tout le monde, ils auraient viré tout le monde et c'est tout. Mais la question de mon film, c'était de me dire, c'était de leur rappeler que n'oubliez pas que beaucoup de gens de chez nous sont chez vous, mais beaucoup de gens de chez vous sont chez nous. C'est-à-dire que dans leur plan, dans leur rêve, ils voient bien virer les Noirs et les Arabes, mais ils oublient qu'eux-mêmes sont répartis. Mais bien sûr. Et ils se sentent bien. Et ma question, c'est pourquoi on remet toujours en question. Moi, personnellement, je peux vivre partout. Hein, j'ai pas de pays. En particulier, mais pourquoi, par exemple, il y a des Noirs qui se sentent très bien en France, hein, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Pourquoi toujours suspecter cet homme-là ou cette femme-là de est-ce que vous aimez la France tout le temps, mais chez nous, il y en a qui sont là depuis des années, des Blancs qui sont en Guyane ou à La Réunion ou en Guadeloupe ou en Martinique, tu leur dis de retourner en France, jamais ils voudraient retourner. Et puis qui restent là 20, 40, 50 ans, qui ne parlent pas la langue. Mais ce qui nous frappe dans votre film, c'est que ce sont eux qui détiennent désormais la langue. Ah oui, mais il le parle, ça c'est clair que dans le truc, oui, bien sûr, il le parle, ça c'est sûr. Et donc parmi eux, donc ils sont tous blancs. Oui, ils sont tous blancs. Et puis, ce sont eux les futurs, j'allais dire autochtones. Et il y a quand même quelque chose. Oui, c'est-à-dire que vous êtes allé très loin dans l'extrapolation, ouais, mais c'est pour ça que j'ai appelé 2030 le film. Et plus on s'approche de 2030 aujourd'hui de là. On s'approche de 2030 et on se dit, c'est ça. La réalité, c'est que on le voit déjà pour les jeunes Français qui viennent s'installer dans ces régions-là, oui. C'est beaucoup plus simple pour eux de parler le créole gras et gros et fort, oui. Et puis de prendre tout ce qui est comme culture ici, mm-hmm. et de se l'appliquer en revendiquant désormais des droits d'être d'ici et pas d'ailleurs. Et ça, c'est interdit aux Noirs. Voilà, c'est ça, c'était ça. C'est-à-dire, ma question, moi, je pars du principe que c'est vrai, pour moi, la couleur de peau ne détermine pas le pays que tu portes dans ton cœur. Chacun est libre. Moi, dans un pays libre, mais pas dans un pays colonisé. Mais voilà, non, mais c'est-à-dire que cette liberté, effectivement, c'est toujours pour une certaine population. Et nous, par exemple, j'imagine, j'étais en Guadeloupe il n'y a pas longtemps, j'imagine, les Blancs de quelques pays qui soient, quand ils sont accueillis là, ils sont quand même bien, mais j'imagine peut-être un Africain, même qui sort du Zimbabwe, n'importe où il va arriver en France, il y a toujours cette vision de il est pauvre, qu'est-ce qu'il fait là Oui, l'Africain n'a pas de place. Regardez, même dans un des phénomènes les plus actuels qu'on observe, c'est qu'en ce moment, dans nos pays où mm-hmm. les gens reviennent en vacances, 90% des vacanciers ont un partenaire blanc. Donc on va dire, mais c'est le hasard et c'est l'amour. C'est le grand discours qu'on entend chez nous. Imaginez que 90% des partenaires des Guyanais, des Guadeloupéens, des Martiniquais étaient des Africains. J'ai l'impression que nos pays seraient à feu et à sang. Alors je le dis en exagérant autant qu'il faut pour vous montrer que le fait que ça nous paraisse normal que tous nos enfants aujourd'hui aient des partenaires blancs n'est pas si normal que ça, parce que si c'était des Africains, nous aurions manifesté notre désaccord, nous connaissant, sachant comment nous fonctionnons. Et puis le racisme larvé que nous pratiquons entre nous, je suis persuadée que même nos enfants passeraient, ceux qui auraient eu l'idée d'aller avec des Africains, passeraient de très mauvais quart d'heure. Bon, alors... Donc ce film, c'est juste parler du racisme sans forcément montrer des Noirs. Voilà. Et poser les bonnes questions. Excusez-moi, ça sera coupé. Et poser les bonnes questions et changer les rôles, quoi. Pour une fois, et montrer que finalement. En fait, vous le montrez à travers un père de famille. C'est ça qui est. Alors voilà, c'est le synopsis. On est en 2030, que là, le gouvernement en place, on ne sait pas c'est qui. Bien sûr. Voilà. Le film ne le dit pas. Débat sur une loi qui dirait que maintenant,
le seul critère pour vivre en France, c'est d'avoir la peau blanche. Donc tous ceux qui ont la peau noire, hop, doivent partir. Un peu coloré, oui. Voilà. Donc du coup, le spectateur s'attend peut-être à voir des noirs se rebeller. Mais non, en fait, parce que du coup, cette loi, elle implique aussi que tous les blancs du coup des pays noirs doivent repartir. Et eux, ils sont pas contents parce qu'ils se considèrent peut-être plus réunionnais que parisiens, plus guyanais que bordelais. Enfin voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Et le but de mon film, c'était aussi de leur faire comprendre que on est autant, enfin, je pense qu'ils sont plus chez nous que nous on est chez eux, mais voilà, c'est des deux côtés, quoi, et que laisser les gens tranquilles, quoi, qu'on puisse habiter bien sûr dans le respect. C'est clair que moi j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie et que ce qui se passe là-bas, par exemple, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Nous encore, il y a plein de choses à dire sur eux, quoi. Et puis en plus, je les trouve, ils sont vraiment dans la revendication, quoi. Nous, on sait pas encore de quel côté on est, mais eux, moi, je trouve que clairement, ce sont des peuples autochtones. Il faut pas qu'on oublie comment nous sommes arrivés dans ces régions-là. Oui. Et donc, avec un déni tellement fort de nos origines africaines, etc., que plus le temps passe, plus les racines s'érodent. C'est ça. Non, il faut le dire. Tandis que les Kanaks, eux, ils sont Kanakis dans une civilisation qui t'a eu. Et encore, ils sont menacés, même en ayant ces racines aussi profondes et en tenant autant qu'ils le font à leur culture. C'est ça. Donc moi, je sens vraiment qu'ils ont une force, ils y tiennent, même leur manière de s'habiller, de parler. Enfin, c'est pas nous, quoi. Oui. Nous, on est vraiment mélangés. Là où les colons sont installés, ils sont dans les espaces urbains, là où l'économie aussi, puisque c'est d'abord une exploitation économique. Oui, c'est ça le problème. Vous voyez bien combien la France est puissante. Et aux dernières élections, elle avait aussi pensé qu'elle en avait fini avec le problème kanak, et puis pouf, ça lui est revenu à la figure. Ça lui est revenu à la figure parce qu'il a fallu redéfinir le jeu, le reconsidérer, puisque on avait pensé que les Kanaks seraient éliminés par ce vote, et puis voilà qu'ils font près de 43% de... et du coup, ça change. Mais bon, vous savez, les stratégies, le système est en place. Il y a des stratégies, c'est comme ça. Le système est en place, il met en place des stratégies aussi pour récupérer ceux d'entre nous qui essayent de lui échapper. C'est ça. Donc, on peut regarder. Donc, on va voir un petit extrait de une minute, tout petit peu plus d'une minute, et puis on vous revient. Mais c'est du grand délire, ce débat. Vous allez vous faire démonter par l'opinion publique. Sûrement pas. En ces temps de crise, rendre la France aux Français, c'est la meilleure idée que le gouvernement ait eue depuis des années. Et si cette loi passe, je pense que tous les Blancs des 4 coins du monde seront ravis de se retrouver enfin chez eux. Eh ben, tu sais quoi? Si la loi, elle passe, moi, je me casse. T'entends, je me casse. Parce que franchement, rester qu'avec des emmerdeurs comme toi, on va bien se faire chier. Alors, Daniel, tu fais quoi? On t'attend depuis tout à l'heure. Ok. Mais attends, on est débordés, là. Il y a une bande d'immigrés qui fout le bordel. Ils veulent pas rester chez eux. On a besoin de toi pour nous aider à les canaliser. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas, là. Ces gens ne sont pas noirs. Non. Je pense que vous avez dit en gros ce que le projet que vous aviez, et donc ce qu'on observe dans ces choix-là, mais aussi dans tous les autres films de vous que j'ai vus, c'est que vous touchez à beaucoup de styles différents. Il y a une mise en scène qui fait qu'on entre dans du cinéma. On n'est pas dans le documentaire qui décline des choses un peu comme ça. On est vraiment dans du cinéma, la mise en scène, la présentation, l'entrée en matière, tout ça. C'est toujours du vrai beau cinéma. Et puis en même temps, vous touchez à tout. Vous touchez à beaucoup de choses. Oui, je suis au début encore de ma jeune carrière et voilà, autant du docu que de la fiction, différents styles. Mais parce que finalement, c'est aussi différents styles qui me touchent. Voilà, l'importance pour moi, c'est l'histoire, en fait. Oui, parce qu'on se dit, si jeune, et elle a déjà autant de cordes à son arc. Alors, mon Dieu, on attend que de vous voir nous produire des choses extraordinaires. J'espère que les moyens arriveront. Là, c'est vrai que je pars sur aussi un nouveau projet dont on va parler. Voilà. Maintenant, on va en parler. Oui. Mais franchement, où est-ce que les téléspectateurs
téléspectateurs pourraient voir vos films et les utiliser aussi dans les C'est ça. écoles. Après, moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc c'est sûr, en tapant mon nom, Marie-Sandrine Bakoul, ils peuvent tomber sur ma page et me demander, au fait, tout simplement. D'accord. C'est vrai que je les mets pas en ligne, en accès libre pour l'instant, parce qu'ils peuvent encore être sélectionnés en festival. D'accord. Donc c'est vrai que c'est important. Pareil pour la télé, ça passe encore à la télé, il y a une sorte d'exclusivité, mais si ce sont des professeurs ou des gens qui veulent le voir, généralement je donne un lien qui dure pas longtemps, au moins le temps qu'ils puissent le regarder, Oui. et puis voilà quoi. Voilà. Mon Moi, but c'est de partager. Hein. Oui, parce qu'il y a un événement qui est assez récent, qui a été mis en place par un mouvement panafricain, c'est l'éducation, les états généraux de l'enfant afrodescendant. Oui, c'est vrai. Et moi, je pense que même pour les parents, ce sont des documentaires à voir. C'est vrai. Donc voilà, je pense qu'ils vont vous contacter. Ah, pour mais ça avec plaisir, aussi, on voilà. fait un film, c'est pour qu'il soit vu au plus grand nombre. Oui, et puis pour expliquer, vu, et puis que, comme vous le disiez tout à l'heure, que cela nous fasse cogiter et que nous permette de remettre en question ces manières que nous avons de réfléchir sur nous-mêmes, qui sont vraiment autodestructrices, parce que j'écoute le discours des gens, du peuple, et je rentre chez moi souvent abattue en me disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire de cette manière de penser? Même quelqu'un qui me disait hier encore, ah non, mes cheveux, c'était ce machin-là, l'espèce de gros cheveux crépus africains, bagay-là, incoiffable. Ah non, non, aujourd'hui, c'est pas comme ça. Avec tout le métissage qu'on a, les cheveux ne sont plus comme ça. Et donc, c'est un progrès. Et franchement, oui, je suis rentrée. Mais je sentais ça. Et puis, les mimiques. Oui, les mimiques qui accompagnent. Ça, Et puis, l'idée que vraiment, il y a un cheveu, quoi. C'est une malédiction. Et vous vous dites, mon Dieu. Mais je lui dis, mais non, mais le cheveu crépus existe encore. Vous n'avez pas me dire qu'il n'est plus là. Ah non, non, mais c'est plus le crépus. Comme moi, j'avais ce gros machin-là, africain. Avec les gestes et tout. Et puis l'idée, c'est que l'Afrique n'a que du cheveu crépus, ce qui est faux. Ce qui est faux. Et même les Africains partagent cette idée-là. Et c'est d'ailleurs ceux qui les ont lisses ou ondulés, etc., sont tombés dans le même panneau qui consiste à dire que les Blancs ont dressé des Blancs à peau noire. Ils ont parlé de Blancs à peau noire et tous les gens de la côte de l'Est de l'Afrique considèrent qu'ils sont des Blancs à peau noire. En tout cas, qu'ils ne sont pas des Noirs. Enfin, vous voyez, c'est compliqué notre histoire. D'où l'audiovisuel. Si on peut faire des films qui puissent, alors, d'abord... Parce que des fois, les gens ont besoin de voir. Voilà, déconditionner. Et puis, réfléchir sur comment... J'aurais beaucoup aimé que nous réfléchissions sur nos mimiques quand nous parlons du cheveu crépus, de la peau noire. Il y a une dame qui me racontait hier, une rencontre. Oui, sa fille lui dit, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un de vraiment bien, mais il est noir. Des gens de Martinique. D'accord. Et dès qu'il y a un problème, ah oui, regardez, c'est encore des nègres qui font ça. Entre nous, des nègres qui font ça. Et la personne qui raconte ça, elle dit qu'elle ne comprend pas, mais c'est elle qui dit à sa maman, j'ai rencontré quelqu'un de bien, mais il est noir. Mais, un gros mais au milieu là. Et on a l'impression nous sommes finalement dans nos têtes des blancs qui parlent sur les noirs comme les blancs racistes, enfin je veux dire ceux qui sont racistes ou bien qui ont lancé cette manière de parler des autres. On a l'impression qu'on ne se projette pas dans l'autre qui est l'autre nous-mêmes. Donc il y a un problème à ce niveau-là. Là, vous savez ce que je suis en train de relire en ce moment, c'est Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon. Et c'est vrai que quand je l'avais lu, je suis contente de le relire parce que c'était en 2010 et là il s'est passé tout ce que vous savez. Et là je le relis et il met le doigt sur plein de choses. Puis analyser ça d'une manière clinique, du coup c'est intéressant. Mais effectivement c'est bizarre. Mais on n'a pas avancé. On n'a pas avancé. Alors maintenant, vous êtes ici parce que l'heure... Vous voyez, on pourrait discuter avec vous des heures durant. Mais je sais que vous êtes à la Martinique pour un projet qui s'appelle Chivé Soleil. Racontez-nous un peu ce projet. Chivé Soleil, c'est une grande aventure. Donc j'avais fait un petit court-métrage très court en 2014, ça s'appelait Sur le chemin de la liberté, où en fait mon héroïne grimpait une montagne et tout le long de son parcours, elle revoyait tous les préjugés. Très beau.
Et donc à partir de ce film, et c'était bien avant 2030, avant tout ça, hein, et je dis à l'héroïne qui est aussi qui avait un blog sur les cheveux crépus en Guyane, il faut faire un film, il faut faire un documentaire. Donc en 2016, on avait lancé un crowdfunding pour pouvoir récolter des fonds pour faire ce film-là. Bon, on n'a pas pu avoir tout ce qu'on avait, j'ai pu acheter ma petite caméra et puis la vie a fait que j'ai bifurqué sur d'autres projets. Et là, on arrive en 2019 et on me redemande encore alors ce film et je me dis il faut y aller. Oui. Surtout que je sais pas si c'est un hasard, vous avez entendu le petit souci qu'il y a eu avec le lycée Bel-Air. Y a plein de... En fait, j'aurais pu penser que c'était réglé, mais en fait, c'est loin d'être réglé. C'est loin d'être réglé. Oui, mais on aurait pu vraiment... C'est ça. Et du coup, je regardais... En même temps, il y a quand même un progrès. Il y a eu une évolution, bien sûr. Et je regardais un peu les films qui ont été faits. Et pour moi, il me manque quelque chose, c'est-à-dire que c'est notre avis, nous avec nos mots. C'est-à-dire, d'où le fait que de ce film, qui est un documentaire que je veux faire sur les cheveux afro-naturels, sur les locks aussi. Je veux vraiment inclure cette coiffure-là qui est pour moi représentative de notre identité aussi. Et l'analyser en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Parce que pour moi, je vois ça comme, c'est vrai, une sorte de marronnage aussi. C'est-à-dire qu'on sort d'un système pour recréer un autre système avec nos produits, nos codes, notre langage. Après avoir comment ça a pris, est-ce que c'est toujours authentique? Est-ce que c'est devenu purement commercial? Je sais pas. Pour certaines femmes, c'est identitaire. Pour d'autres, c'est vraiment une mode. Faut aussi l'accepter, hein. Même si, quand je les interviewe, il y a le côté identitaire qui revient, absolument. Donc qu'elle le veuille ou non, voilà, c'est comme ça. C'est forcé, les cheveux qui poussent sur nos têtes. Mais oui, c'est ça, je sais. Oui, donc, et donner aussi la parole aux hommes, c'est ce qui m'a manqué dans peut-être les films que j'ai vus, parce que finalement, la femme aussi fait des choses pour lui plaire, et qu'ils ont un rôle, et que moi, je regarde en Guyane, par exemple, les hommes laissent en fait, ils profitent de leurs cheveux crépus autant que les femmes, enfin celles qui se sont réveillées. Ils ont plus de liberté de le faire que les femmes. Et ils l'ont à tous les niveaux, de toute façon. De toutes les manières, ça c'est sûr. Mais du coup, c'est intéressant donc je veux faire vraiment un film aussi intergénérationnel, c'est-à-dire autant avoir des jeunes que des plus anciens. Et là, j'ai commencé, bon voilà, je reviens de Guadeloupe, j'ai fait du repérage, j'ai commencé à tourner des séquences. C'est magique. Parce que tu entends des choses, puis même que les gens te parlent, même dans leur langue créole, qui te disent les choses. Non, franchement, c'est génial. Je veux faire un film qui nous ressemble. C'est ça. Et qui nous aide à comprendre où on en est, que ce soit, voilà, on en est là aujourd'hui, ce qu'il faut encore changer, le parcours qui nous reste à accomplir, mais c'est passionnant, vraiment, c'est passionnant, et c'est encore un film un peu, enfin c'est un film engagé dans le sens où j'ai pas encore tous les moyens financiers que je voudrais au fait, parce que je pense que c'est un film ambitieux, mais voilà, j'ai quand même une équipe qui croit en moi. Je sais que ce film est important pour nous, et on ira jusqu'au bout. 52 minutes. Peut-être un peu plus, mais en tout cas, on va sur la base de 52 et qui sortira, j'espère, en 2020. D'accord. En 2020. Mais je trouve ça d'autant plus important que j'entends dans les discours actuels, parce qu'on a beaucoup de mal à périodiser les choses qui nous touchent, les événements qui se produisent chez nous. Et j'entends beaucoup de gens dire oui, c'est parti des États-Unis, le mouvement Napi, etc. Et qui le comparent au mouvement des Black Panthers. C'est pas vrai. Ah non. Non, mais je peux dire qu'à partir de Peau Noire, Cheveux Crépus, il y a eu quelque chose. Ça, c'est vrai que et je peux le dater, puisque je sais comment c'est parti. Mais je l'ai vécu. Avec le salon de Boucle d'Ibène. Donc, je sais comment c'est parti. Et je sais que c'est dans l'espace francophone que ça a pris naissance. Et pour nous, c'est très précieux que nous le disions, que ce n'est pas une copie de ce qui s'est passé aux États-Unis. Par contre, ce qui s'est passé aux États-Unis est absolument fondamental pour le monde noir aussi, dans la mesure où... Ils sont plus exposés. Ils sont plus exposés, mais c'est véritablement une revendication du cheveu en tant que, j'allais dire, prolongement politique de soi, en tant que territoire. Ce qui n'était pas le cas lorsque nous avons commencé à lancer la problématique autour de Peau Noire, Cheveux Crépus. C'était d'abord un ouvrage sociologique, un travail sociologique et une réflexion sur comment est-ce qu'on peut vivre à côté de son corps et passer son temps à le maltraiter. Donc, peut-être qu'il y a un lien à faire entre les Black Panthers et ce qui s'est passé en France dans l'espace francophone, mais ce qui s'est passé
chez les Afro-Américains, les Africains-Américains, c'est d'abord de considérer que le cheveu est un territoire qui appartient au corps et qu'il est politique. Et en tant que tel, il va accompagner une revendication politique. Tandis qu'en France, on n'est pas dans ça. Ça ne veut pas dire que la question identitaire n'a pas de ramifications politiques. Et comme j'entends beaucoup de discours, j'ai fait un gros effort de réflexion pour distinguer les deux sans les couper l'un de l'autre. Mais le mouvement en France n'est pas né du mouvement Black Panther ni de ce qui se fait aux États-Unis. Cependant, c'est ce que je cherche aussi à comprendre dans ma recherche, c'est que il y a des formes de transmission, de passage au niveau du peuple noir qu'on observe depuis l'esclavage, que ce soit aux États-Unis, au Brésil, dans toutes les colonies françaises. On se demande, mais par quelle voie ça passe? Et c'est ça qui est passionnant, de comprendre que finalement, le peuple noir a des liaisons, je ne sais pas si elles sont souterraines, quoi, mais ils se parlent à distance, malgré les langues, malgré tout. Parce que si vous prenez ce qui se fait au niveau esthétique, au niveau habillement, au niveau de beaucoup d'autres choses, de bijoux, du port de la femme noire, dans le monde entier, vous retrouvez des constances, ce qu'on appelle en sociologie des régularités. Donc moi, mon travail, il est plus sociologique. Trouver ces régularités-là et dire en même temps que d'avoir posé le corps comme un territoire qui est politique et qui va accompagner une revendication si forte que celle des Africains-Américains, c'est important. Donc voilà pourquoi la question de Chivé Soleil, à mon avis, est intéressante, parce qu'elle va apporter probablement une sorte de la matière pour étayer justement cette vision qui est propre à l'espace francophone, qui est vraiment dominé identitairement, qui est vraiment sous le poids, le joug de l'assimilation, de l'idéologie assimilationniste. Et on se dit, mais comment ça se fait que... Voilà. Non, on ne tue pas l'homme totalement, quels que soient les projets. Le but, c'est d'avoir des réponses et voir comment... Alors, c'est vrai qu'à la base même, en 2016, on voulait même mettre Haïti dans le projet aussi. Mais bon, voilà, un film, c'est aussi, comme je l'ai dit, une économie, c'est beaucoup de choses. On verra où ça nous mènera. C'est vrai qu'il y a la Réunion aussi, on n'y pense pas, mais il y a plein de territoires comme ça. Surtout que la Réunion disparaît petit à petit. C'est ça. Donc voilà, un projet ambitieux, mais que je compte terminer, mener essayer d'aller jusqu'au bout. Et... Donc vous êtes à la Martinique pour une petite semaine? Voilà, pour une semaine, mais je reviens au mois de septembre. Je reviens, c'est un film qui va se faire en plusieurs fois, c'est normal. Oui. Donc je vais déjà rencontrer des personnes et puis voilà, essayer de trouver des témoignages forts. Et ce que je veux dans ce film, c'est aussi voir de la pratique, c'est-à-dire que dans beaucoup de films, c'est vrai qu'on a beaucoup de femmes qui parlent. Et moi, je veux qu'on soit avec les femmes, qu'on voit comment elles entretiennent, quels soins, qu'on voit, et puis qu'on aborde différents domaines, les cheveux crépus et la séduction. Je veux vraiment analyser l'évolution de la représentation de la beauté de la femme, d'où le fait que je me rapproche aussi des concours de beauté. Par exemple, là, j'ai vécu un peu l'élection de Miss Guadeloupe. C'est vrai qu'on voit des candidats de plus en plus naturels. Je suis sûre j'en suis sûre que si on reprend les candidates il y a même 5 ans, c'était pas autant crépus, faut le dire. Mais non, mais l'une des conditions, c'était ça. Cheveux naturels. Voilà. Oui. Donc là, maintenant, on a des femmes qui s'assument. C'est l'élection de la reine de Saba. Voilà, la reine de Saba. Par l'association Racine, dans le cadre du mois de l'Afrique. Et c'était une des conditions, c'est le cheveu crépus. Voilà, c'est ça qu'il faut de plus en plus. Mais voilà, analyser tout ça et voir où on en est, où nous en sommes et ce qu'il faut améliorer. Et même entre les différents, que ce soit la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique. Les transversalités, ça va être vraiment extraordinaire. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ce que je vous dis, il y a des canaux souterrains, des ramifications. J'aime bien la métaphore, des petits canaux. On ne sait pas, oui, mais je ne sais, c'est vraiment depuis que j'ai commencé mes recherches, et à chaque fois je lis des choses sur nos différentes régions, même en Afrique, je me dis, mais comment? Parce qu'on n'a pas idée, mais les rôles sont inversés entre la matrice africaine et la diaspora. C'est souvent à la diaspora que se réfère une très grosse partie du continent
en matière de mode, en matière aussi d'évolution. Et c'est presque unique au monde, que ça soit dans sa diaspora, que la partie continentale, la racine, cherche à se ressourcer, ou bien trouve des modèles. Et c'est beaucoup moins en Inde, en Asie, en Chine, etc., même en Europe. Les Européens qui s'installent dans les pays colonisés, eh bien, ce sont des gens qui vivent une vie de Français ou d'Européens ailleurs que chez eux, mais ils n'ont pas d'influence véritablement sur leur continent. Quoique, sur le plan politique, on voit quand même des hommes politiques français, des Français qui sont nés dans les colonies et qui accèdent au gouvernement, comme Gaston Defferre, de Villepin, enfin, qui sont même mariés à des béquets, des Blancs donc de nos régions, parfois. Mais on n'a pas ce phénomène-là concernant les Noirs, qui sont des Français et qui arriveraient tout simplement, tout naturellement au gouvernement. Donc il y a des choses comme ça à analyser et à comprendre pourquoi finalement il y a autant de différences entre des gens dont on dit qu'ils sont Français, qui sont éduqués comme les Français, et finalement ce qu'on nous cache, c'est cette espèce de substance-là qui fait que, ben oui, nous sommes différents, mais nous avons appris à nous concevoir comme étant lisses et fonctionnant comme les Français, et pourtant les institutions françaises ne nous ouvrent pas leurs portes comme elles l'ouvrent à leurs citoyens nés dans les colonies. Donc Maman est là, réfléchissons aussi à ce que nous croyons, et je ne suis pas sûre que voilà, nous croyons toujours bien, mais voilà, on nous gave de discours et de ce que j'appelle des croyances, et nous y adhérons, et puis nous les transmettons. Alors, votre actualité, donc c'est ça. Donc l'actualité, voilà, c'est ça. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des témoignages ou quelque chose à dire, de me contacter sur la page, soit la page Chivé Soleil, Facebook, ou Marie-Sandrine Bacoul. Vraiment, je vous répondrai rapidement. Je suis vraiment en recherche de témoignages forts. Je cherche des papas qui coiffent aussi leurs enfants. Tout à fait. Des femmes qui ont refusé de changer la texture de leurs cheveux pour accéder à une promotion. Ou des femmes qui occupent des postes où généralement ça passe pas, les cheveux crépus ou les locks, et qui finalement y sont. Et puis il y a l'embourgeoisement des locks, parce qu'aujourd'hui vous avez une catégorie de la population qui est la couche petite bourgeoise, qui a récupéré la coiffure loxée et qui a, on va dire, la discipline de manière à ce qu'elle soit acceptable dans les lieux, dans les institutions. C'est tout ça qu'on analyse. Donc il y a une forme de lissage aussi du loxé, mais c'est intéressant parce que ce processus de réappropriation de son cheveu se fait dans un cadre institutionnel qui n'accepte pas le cheveu crépus, mais qui est forcé de l'accepter parce qu'il y a une forme de lissage du loxé. En même temps, il garde sa nature crépue ou sa structure crépue. Donc tout ça sont des subtilités aussi des formes de réappropriation de soi qui sont basées sur des compromissions avec l'institution et en même temps qui sont dans des résistances subtiles. Ils sont pas, vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas dire trop frontalement ce qu'on pense. Moi, je suis plutôt de nature à penser que le conflit, la façon d'exprimer les choses, tant que l'autre croit que vous croyez ces baboules, il finit par vous manquer totalement de respect. Non, je dis ça surtout dans les films. Il y a une manière subtile de... Non, je sais, mais voilà. J'ai précisé. Mais dans les livres, vos livres, ils ont été très importants pour moi aussi, pour l'écriture de ce film. Donc, comme quoi, moi, tous mes films, ça part d'écrit, au fait. Mais il faudrait que je vous parle aussi de mes dernières découvertes en matière d'invention du génie africain qui est né dans l'Égypte antique. Parce que nous allons devoir remettre pas mal de choses en cause dans les questions d'aliénation de la femme noire, etc. Et vous allez voir il y a des choses à dire. Non, la femme noire est vraiment à l'origine d'énormément de choses, comme le peuple noir d'ailleurs. Des choses qu'on lui a apprises, mais qu'on refuse dont on lui refuse la paternité, ou pour lesquelles on lui refuse la paternité. Voilà. Alors, dites-nous, donc vos projets, c'est Chivé Soleil. Chivé Soleil, voilà. Ça va être... vous cherchez du financement, c'est ça? Oui. Vous allez faire un crowdfunding? Non, je ne referai pas de crowdfunding, mais c'est vrai que, voilà, on parle de changer les choses.
Moi, j'espère, et j'en ai rencontré en Guadeloupe quand même, voilà, rencontré que ce soit en Martinique ou en Guyane, des chefs d'entreprise qui veulent investir, qui ont conscience, voilà, qu'il faut développer ce domaine-là, hein, chez nous, l'audiovisuel. Et voilà, quoi, rencontrer peut-être les bonnes personnes qui comprennent l'intérêt de ce sujet, l'intérêt de ce film, pour nous, pour les autres aussi, puisque c'est un film qui va être diffusé même dans les festivals, que ce soit en Afrique ou aux États-Unis. Donc il n'est même pas question que de nous, c'est aussi de se dire mais comment à travers de ce film-là on peut toucher d'autres personnes et rapprocher les gens. Donc ouais, c'est un défi, mais je veux y croire, je veux me dire qu'il y a des gens, parce qu'on le sait tous, il y en a qui ont les moyens. Et il y en a qui veulent investir dans des projets engagés culturellement. Bien sûr. Donc j'espère, en tout cas, vous savez que vous pouvez me contacter et que ça soit un film qui nous ressemble jusqu'au bout, quoi. Financé aussi par nous. Bien sûr. Voilà. Et qui dise une parole authentique. Et avoir une parole libre. Parce que tout ce qu'on a, c'est vrai, produit sur nous, c'est dans la compromission, c'est dans l'à peu prérisme, c'est dans le mal-être. Est-ce que je vais pas choquer? Et puis au bout d'un moment, vous vous dites, mais mince alors, est-ce qu'on va passer la petite vie qu'on a, le petit temps qu'on a sur Terre à continuer à faire plaisir à des gens qui finalement sont très égoïstes, hein, dans leur manière de s'imposer à d'autres peuples et de leur imposer leur vision de l'esthétique. En plus, des corps si différents. Pourquoi une seule esthétique? Et pourquoi ce lissage, cet aplatissement du corps noir, cet effacement de sa couleur, quand la nature lui a donné tout ce qu'il lui fallait pour être justement le premier peuple, la première civilisation qui a tout apporté au monde? On est donc dans des questionnements fondamentaux lorsqu'on touche aux cheveux. C'est vrai que le cheveu crépus est le seul cheveu qui soit crépus, le seul cheveu qui a cette texture. Et donc, il y a des gens qui regardent autour d'eux et qui disent « Mais tout le monde est lisse, sauf nous. » Pourquoi? Donc, je ne dis pas « sauf nous » parce qu'on va me dire « Ouais, t'as pas les cheveux qu'il faut. » Ah, mais moi, bon, c'est pareil. Hein. On me pose souvent la question, mais... T'as pas les cheveux qu'il faut. Pourquoi vous vous intéressez aux cheveux crépus? Moi, mon papa a les cheveux crépus, voilà. Et c'est vrai que petite, j'aurais aimé voir plus de gens à la télé ou au cinéma qui aient les cheveux de mon papa. Absolument. Et puis, ça touche à l'identité, ça touche à beaucoup de choses. Moi-même, je faisais partie de ces gens-là qui oui, peut-être dénigrer les cheveux crépus. Et aujourd'hui, en fait, c'est ce que j'explique quand j'ai tourné mon court-métrage en 2014, c'est que je me suis retrouvée à être épatée par les femmes qui avaient les cheveux crépus et à limite les envier parce qu'au vu de tout ce qu'elles pouvaient faire. Ah non, mais la puissance. Et voilà, et donc là, il y a un retournement de situation qui me fait rire et qui est vraiment intéressant à analyser. Ouais. Et puis voilà, ça fait partie de l'identité. Et moi aussi, je me pose des questions. Sur pourquoi ce défrisage, pourquoi ce lissage, pourquoi et même moi ayant les cheveux plus souples, petite, je me souviens, je leur mettais beaucoup de gel pour qu'ils soient lisses, pour qu'ils soient plaqués. C'est ça. Donc c'est-à-dire et moi mais aussi les coiffeurs ne vous proposent rien. Et j'ai vécu un assouplissant, ce qui est complètement fou, c'est bizarre. Mais le coiffeur savait faire que ça. On a proposé à ma mère ça qui est finalement un défrisage aussi. Hein. Bien sûr. Non, mais en dehors de ça, les coiffeurs on a des échelles pour évaluer ce qui est acceptable ou pas, mais même, je vous dis, chaque fois que j'ai posé les pieds chez un coiffeur, j'avais aussi brushing, mais cette truc-là de défrisage avec peu de soude, je sais pas quoi là. Ouais. C'était pour les gens, c'était la solution pour les avoir totalement raides, quoi. Donc voilà. Maintenant, ce projet de cheveux, vous avez dit tout à l'heure qu'on avait l'impression qu'on avait fait un grand pas en avant. J'avais l'impression. De par le mouvement. Alors c'est vrai. La question c'est comment nous mesurons nos progrès, puisque ça vient souvent dans les discussions. On a l'impression qu'on stagne, et c'est vrai que le système est là, qui surveille, qui met des barrières, qui contrôle, puisque son projet c'est quand même l'assimilation totale. Et en même temps, il y a des résistances, comme pendant l'esclavagisme. Hein, il y a des résistances. La question, c'est de bien essayer de comprendre comment nos peuples s'ajustent aux dominations, qui soient sur les corps, sur les esprits, ou bien dans les institutions même, qui s'exercent contre eux et contre lesquels ils ne sont pas armés pour un affrontement direct, en tout cas une remise en question directe, puisqu'on dépend totalement, par l'organisation de nos sociétés, de la société dominante française. Donc voilà, ça c'est
avant qu'on dise on n'a pas progressé ou on progresse, il faut qu'on sache ce que ça veut dire aussi pour chacun. Pour une femme, par exemple, qui s'est défrisée 30 ans et qui dit aujourd'hui j'arrête, qu'est-ce que ça a comme signification? C'est ça. Je veux dire identitaire, mais aussi s'il y en a 10 qui vous disent la même chose, sociologiquement, ça représente quoi? Parce que les enfants seront influencés. C'est ça. On sait que les parents, les enfants imitent leurs parents. Et c'est pour ça que dans mon film, c'est important pour moi, et j'ai beaucoup de mamans, et on voit la transmission avec l'enfant. Voilà la maman qui explique, ma fille, elle a regardé La Reine des Neiges, elle voulait les longs cheveux, et comment c'est tout un travail pour ces femmes-là. De dire à leurs enfants, à leurs filles, même leurs fils, j'ai rencontré une maman géniale, tu as de beaux cheveux, tu peux faire plein de choses avec, enfin c'est Mais on va voir que ça suffit pas. C'est un tout. Parce que beaucoup de mamans disent ça, t'es belle, t'es ci, t'es ça, mais quand l'enfant est confronté à un environnement, j'allais dire raciste ou racisé, et le discours de ses parents, ceux qui croient en lui, c'est pour ça que j'ai écrit La Poupée d'Isis, qui est devenu un bel album, je sais pas quel sort on lui réserve, mais apparemment il y a une très bonne réception même pour les parents qui voudraient parler à leurs enfants de ce sujet-là et qui n'y arrivent pas facilement. Eh bien, le projet, c'est ça. C'est d'abord que les parents comprennent que l'enfant Isis, elle n'est aussi forte et aussi bien et aussi sereine. Elle n'est pas dans la compétition avec les peaux blanches ni avec les cheveux lisses. Non, je pense qu'il faut pas. Elle est elle-même, mais c'est parce que eux ont commencé au berceau avec elle. Et donc, quand elle est dans un environnement où il y a on va dire de la compétition entre textures de cheveux, etc., eh bien, elle n'est pas déstabilisée du tout. Donc, c'est la nature de l'enracinement de la croyance dans l'enfant, de la croyance en elle-même, en sa beauté, et au fait que, c'est un patrimoine, c'est quelque chose d'important, qui va faire que l'enfant va résister à la société ambiante, au regard critique des enfants, parce qu'il y a un tas d'expressions pour critiquer, mépriser le cheveu crépus. Donc c'est tout ça qui va faire que plus on va commencer tôt, plus l'enfant sera sûr. Et il faut donc... Mais il y a des femmes qui ont compris ça, et c'est vraiment intéressant. Et qui le font. Voilà, qui le font près. On verra tout ça dans le film. Voilà. Donc, chers amis, vous avez vu, Marie-Sandrine Bakoul vous demande de la contacter si vous avez des choses intéressantes à lui proposer. Je sais qu'à la Martinique, il y a beaucoup de gens qui ont mis en place des lignes de produits naturels, qui ont des recettes, qui travaillent aussi avec les parents sur comment coiffer l'enfant, comment hydrater le cheveu. Et puis, je sais qu'il y a pas mal de coiffeurs aussi qui ont ouvert une section cheveux naturels dans leur salon, qui continuent les défrisages, mais qui font aussi un travail qui permettent en tout cas aux femmes qui ne veulent pas le défrisage d'être coiffées aussi dans leur salon. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, et si vous voyez l'émission et que ça vous intéresse, il faut aller sur votre page. Voilà, Marie-Sandrine Bakoul sur les réseaux sociaux, ou Chivé Soleil. Chivé Soleil, c'est le nom du film qu'elle prépare. Voilà. Et puis, vous serez peut-être dedans. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va dire d'autre de votre actualité? Déjà, celle-là, elle est déjà vraiment avancée, intense, et il faudrait aller jusqu'au bout. D'accord. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais... 2020, c'est pas très loin. Mais vous avez d'autres projets Non, vraiment, c'est lui. Après, continuer la promotion des Pépites du Fleuve, là, qui continue à être... en tout cas inscrit dans plein de festivals, donc on attend des retours. On espère qu'il va voyager, parce qu'on fait un film pour que tout le monde puisse le voir. D'accord. Et il est sous-titré en anglais. Il est sous-titré en anglais. Voilà. Et tout donc est vous prêt. l'enverrez au Brésil, vous l'enverrez partout, c'est en cours. D'accord. Eh bien, je sais pas moi, qu'est-ce que vous allez... Moi, je vous ai dit comment ces films sont beaux. J'espère que vous allez vous aurez envie de les voir. Et puis, lui demander l'autorisation de les diffuser. Il n'y a aucun souci. Franchement, elle aborde avec beaucoup de subtilité des problématiques qui sont très importantes pour nous. Et puis, je réfléchissais aussi au fait qu'on nous dise, comment transmettre notre culture, qu'est-ce qu'on transmet. Il n'y a pas grand-chose sur nous. Mais quand vous faites le tour
autour de toutes ces petites mains à la Martinique, en Guyane, à la Guadeloupe, qui travaillent sur des pans de nous-mêmes, de notre histoire. Quand vous mettez tout ça ensemble, franchement, il y a de la matière. Et c'est parce qu'on n'est pas assez curieux de nous-mêmes, on ne se fouille pas. Donc moi, quand j'ai des petites pépites comme ça, ou des grosses pépites comme ça, dès que je peux, je vous les présente, mais c'est pour que vous fassiez votre part du travail, les considérer, les inviter, vous intéresser aussi à leur travail ou à leurs travaux, ça dépend des secteurs, mais tout ça c'est capital. Et puis l'image, vous savez, désormais, c'est elle, c'est par elle que nous passerons et c'est d'elle dont nous avons besoin pour nous dire au monde, et vous savez que il n'y a pas d'autre solution que de produire de la qualité. Et franchement, Marie-Sandrine Bacol, voilà, elle est toute jeune, elle a plein d'ambition et en même temps, elle a un souci de, enfin, je ne sais pas s'il faut dire ça, un souci de son peuple, en tout cas de définir, de nous définir ça de manière intrinsèque. En tout cas, oui. J'ai envie de participer à la construction. À la construction, et on a chacun un rôle, on a chacun un don. Donc en tout cas, moi je vais utiliser le cinéma pour ça. Et oui, et puis c'est vraiment l'espace d'avenir qu'il nous faut, parce que nous aimons, nous sommes éduqués dans la modernité et dans l'idée que c'est par l'image que tout se passe, et c'est vrai en communication. Alors dites à vos téléspectateurs, je sais pas. Merci en tout cas de m'avoir reçu, Madame Smeralda. C'est vraiment un honneur, puisque vos livres ont aussi été m'ont motivé aussi à faire ce film. On a chacun un rôle, et je pense que le vôtre a été vraiment important et est toujours important dans cette question des cheveux. Et voilà, tous les spectateurs, n'hésitez pas à me contacter si vous avez de forts témoignages, et à soutenir la production audiovisuelle locale, que ce soit moi ou d'autres réalisateurs de chez vous, parce que c'est compliqué, c'est une grosse économie. Effectivement, on ne nous attend pas les bras ouverts. Donc il y a des sacrifices à faire. Des fois on se dit oui, mais pourquoi on doit aider? On a besoin de sous. Pour faire un beau film, ça demande des moyens. C'est comme ça. Donc n'hésitez pas à aider dès que vous pouvez. Moi en tout cas, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. Donc je vous répondrai avec plaisir. D'accord. Ben voilà, chers amis, c'est déjà fini. On aurait passé beaucoup de temps avec Marie-Sandrine, parce que elle a beaucoup de choses à dire. Elle a l'air comme ça, toute modeste, mais quand vous voyez ses films, vous voyez sa grandeur d'âme, mais aussi son ambition, et puis et son regard, le regard qu'elle pose sur son environnement et sur les choses qui sont aujourd'hui désormais d'une grande actualité. Franchement, nous pouvons être très fiers de notre jeunesse, et nous pouvons lui dire quelle que soit la façon que nous aurons de le faire, nos encouragements, et puis voilà, les assister, d'une façon ou d'une autre, diffuser leurs travaux, et puis leur faire savoir que nous avons eu du plaisir à voir ce qu'ils nous ont proposé. Donc à Marie-Sandrine, d'autant plus, parce que j'ai eu l'honneur aussi de voir tous ces films, et franchement, j'étais très fière. D'ailleurs, quand elle a dit qu'elle venait à la Martinique, j'ai sauté sur l'occasion pour vous la présenter, et j'espère que vous avez passé un très bon moment avec elle. Je vous souhaite, vous aussi, de faire ce que vous pouvez pour que nous soyons beaux, comme elle sait nous rendre beaux. À bientôt.